Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous revenons sur la victoire des Lakers hier soir. Une victoire à domicile, 123 à 118. Jamais on a senti que les Lakers étaient en danger dans ce match, et justement, c'est ça notre problème. Les Lakers auraient dû plier cette affaire très tôt dans la partie. Cependant, il y a 10 enseignements à tirer de cette victoire et de la forme des Lakers. C'est ce que nous allons analyser dans cette vidéo. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Le premier enseignement de ce match, c'est la performance de Victor Wembanyama. Ce joueur, il est vraiment spécial. Je pense que tout le monde est unanime là-dessus. Il a quelque chose que je ne soupçonnais pas chez lui, c'est son playmaking. C'est un garçon qui peut voir le jeu, il voit au-dessus de la défense, il fait des passes. Et donc, lorsqu'il sera bien entouré, si les Spurs font les choses comme il faut, eh bien, ça va être champagne tous les jours à San Antonio. Le deuxième enseignement, c'est LeBron James. LeBron James qui pour moi était le meilleur joueur du match, 39 ans, 30 points, 9 passes décisives et 7 rebonds. Il faut se rappeler que LeBron James approche les 40 000 points en carrière, c'est-à-dire une marque absolument stratosphérique. LeBron James, c'est 547 fois où il a inscrit plus de 30 points dans un match de basket. C'est absolument prodigieux. LeBron James est un phénomène qu'il va falloir chérir ces dernières années avant sa retraite. Je pense que nous n'avons pas encore conscience de la chance que nous avons d'avoir des Djokovic au tennis, des LeBron au basket, ou encore des Messi ou des Cristiano Ronaldo ou des Mbappé. Ce sont des joueurs exceptionnels qui nous apportent tellement de choses. Et quand ils seront partis, je vous assure que nous allons les regretter. Le troisième enseignement, c'est le starting five des Lakers. Le nouveau 5 des Lakers qui est extrêmement intéressant, 7-0. Depuis que Rui Hachimura est rentré dans le 5 de base, à côté d'Austin Reeves, de D'Lo, de LeBron James et d'Anthony Davis, force est de constater que cette équipe des Lakers tourne beaucoup mieux. Hier soir, c'est 107 points inscrits, à plus de 55% de réussite au tir et à plus de 50% à 3 points. C'est un 5 qui a une expérience de plus de 215 possessions ensemble et le bilan est nettement favorable, offensivement en tout cas. Défensivement, c'est une autre paire de manches. Mais c'est une attaque qui va à plein régime et c'est la formule pour les Lakers pour l'instant. Ce qui nous ramène au quatrième enseignement de cette soirée, c'est Rui Hachimura. Hachimura qui pour moi est le facteur X pour les Lakers. Si les Lakers doivent faire une bonne prestation en play-off et même se qualifier déjà pour les play-offs, ce sera grâce à la progression de ce joueur et à sa régularité. Pourquoi? Parce que c'est un physique. Pourquoi? Parce que c'est une technique, c'est un scoreur, c'est un joueur qui est capable de créer son shoot, qui est capable de poster, qui est capable de s'éloigner et de tirer à 3 points. Il a un mid-range qui est absolument magnifique. Moi, il me rappelle un peu le joueur des Lakers, la légende qui était James Worthy. Et donc, s'il devient un rebondeur, ce qui est en train de se passer actuellement parce qu'on le voit beaucoup plus actif au rebond. Hier soir, par exemple, c'est 7 rebonds. Eh bien, nous avons un joueur qui est capable de changer le destin des Los Angeles Lakers. Le cinquième enseignement concerne la défense des Lakers. Une défense qui n'est pas bonne ces derniers temps. Un des facteurs qui explique cette panne en défense, c'est le fait que Anthony Davis a un peu perdu sa voix. On le voit dans les interviews, il n'a pas cette voix qui porte. Et nous savons que quand on est le maître de la défense, il faut communiquer, il faut expliquer à la défense où se placer, il faut appeler les phases de jeu, il faut demander la couverture, il faut beaucoup communiquer. Et donc, si la voix n'est pas là, forcément, la défense n'a pas sa
fluidité. Et donc on l'a vu hier encore, les Lakers ont essayé la défense en zone qui a été pour moi catastrophique. C'est à ce moment-là que San Antonio est revenu dans le match au premier et même au deuxième quart-temps. Ce qui s'est passé, c'est que les Lakers, en se mettant en zone, n'ont pas fait une zone dure, ils ont fait plutôt une zone molle. Quand vous êtes en zone, vous couvrez moins d'espace, mais quand vous couvrez de ces espaces, il faut les couvrir avec énormément de volonté, avec énormément d'énergie. Et on n'a pas vu cette énergie dans cette défense de zone. C'est comme si la défense se disait, puisque je suis en zone, je peux un peu me relaxer. Mais non, la zone justement, c'est ce qu'on appelle le hard zone. Il faut aller avec toute l'énergie qu'il faut. Et je pense que hier, ils l'ont pas fait et ça a été catastrophique. Les Lakers ne peuvent pas s'en sortir face aux équipes élites s'ils ne jouent pas mieux en défense. Le sixième enseignement, c'est l'association Dinwiddie, Spencer Dinwiddie et D'Lo. À un moment, les Lakers ont essayé cette formule. Offensivement, ce n'était pas mieux et défensivement, c'était pire. Dans quelle mesure cette formule va continuer? Eh bien, ce sera au coach de prendre cette décision. Moi, je vois mieux Spencer Dinwiddie dans un rôle de backup derrière D'Angelo Russell et pas les mettre ensemble. Et bien sûr, si Cam Reddish est là, si on a Gabe Vincent, là, on a la possibilité d'associer Gabe Vincent avec Spencer Dinwiddie. Là, la défense sera meilleure, ou d'associer Cam Reddish et Spencer Dinwiddie. Là encore, la défense sera meilleure. Mais associer les deux guards, c'est-à-dire les deux point guards de cette équipe, c'est-à-dire Spencer Dinwiddie et D'Angelo Russell, défensivement, hier soir, ça a été catastrophique. Si défensivement, D'Lo, ce n'est toujours pas ça, offensivement, on peut dire que ce garçon joue à un niveau All-Star. Pour moi, il est dans la conversation du MIP, tant il a progressé au niveau de sa manière de trouver son spot sur le terrain et d'inscrire des points. Hier, c'est 22 points et 7 passes décisives. À chaque fois que les Lakers avaient besoin d'un tir primé, il était là pour le faire. Bravo D'Lo à ce niveau-là, même si au niveau défensif, tu as encore du travail à accomplir. Le huitième enseignement, c'est celui qui concerne Anthony Davis. Anthony Davis qui hier encore a inscrit 28 points, 13 rebonds face à Wemby. Je peux vous assurer que ce n'est pas facile. Et ce match-up qui tourne légèrement à l'avantage d'Anthony Davis, à mon sens, dès l'année prochaine, ce sera fini. Wemby va le dominer. Mais ça, c'est pas peu dire, puisque Anthony Davis, c'est vraiment un joueur de malade. C'est un grand joueur de basket. Et se faire dominer sur ces phases par Wemby, c'est vraiment un indicateur en plus que Wemby est en train déjà de jouer à un très haut niveau. Donc Anthony Davis est un candidat clair pour être dans l'une des meilleures équipes de la saison, soit la première équipe, la deuxième ou la troisième. En tout état de cause, il sera pour moi dans la troisième puisque vous avez Jokic, vous avez Giannis, des joueurs comme ça qui sont devant lui et peut-être qu'il va falloir penser à Karl Anthony Towns, qu'il va falloir penser à Rudy Gobert. En tout état de cause, Anthony Davis, pour moi aujourd'hui, il est clairement dans les 15 meilleurs joueurs de la ligue. Et ce qu'il fait là actuellement avec cette équipe des Lakers, c'est absolument prodigieux. Même si, on l'a dit, défensivement, il y a un recul au niveau de sa capacité à contrôler la raquette des Lakers. Le neuvième enseignement, c'est le problème au rebond. Vous avez remarqué qu'à chaque fois que les Lakers souffrent face à certaines équipes, c'est quand ils n'ont pas la capacité de bloquer au rebond, de jouer le box-out, de prendre les rebonds offensifs. Bien sûr, la perte de Jared Vanderbilt est très préjudiciable, mais les Lakers doivent faire un meilleur travail au rebond. Hier soir, c'était 46-47. Ils ont perdu la bataille du rebond et surtout, ils ont concédé 16 rebonds offensifs. C'est ça, en fait, qui a gardé les Spurs dans le match. Le 10e enseignement concerne une équipe qui a perdu hier soir, c'est-à-dire les Suns de Phoenix
qui jouent un très mauvais basket pour l'instant. Ils sont sur 2 défaites, me semble-t-il, d'affilée. Donc, c'est le moment de les prendre et d'être sérieux face à cette équipe et d'essayer d'arracher cette victoire qui sera cruciale. C'est une victoire qui va mettre de la pression sur Phoenix, qui est à la 7e place et qui peut passer à la 8e place. Les Lakers ont la possibilité de monter et ça, il va falloir ne pas se rater. Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée à cette victoire des Lakers face à l'équipe de Wemby, les Spurs de San Antonio. Les Lakers jouent leur prochain match face aux Suns de Phoenix et ce sera un match qu'il faudra absolument gagner puisque les Lakers se rapprochent des Suns qui ne sont pas dans une bonne période pour l'instant. À très bientôt sur cette chaîne pour une nouvelle analyse concernant cette franchise mythique. À très bientôt, ciao.